Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Vous êtes peut-être toujours demandé, mais qu'est-ce qui se passe avant qu'ils prennent l'antenne, quoi? Il se passe des trucs, franchement, il vaut mieux que ça reste en off. Voilà. Bon, bref, allez. Les ministres se suivent. Certains diraient, ils se ressemblent. Les alertes aussi, les mesures aussi, les plans aussi, et puis autres Grenelle et Ségur, je m'y perds. Bref, une seule chose semble ne pas changer, heureusement, parce que moi j'ai besoin de repères dans ce monde de fous. Ouf, j'ai un repère, l'hôpital public est en crise, encore et toujours, ça me fait du bien d'avoir un tel repère, vraiment. Alors on pourrait rire jaune, puisque certains rient déjà sur le plateau. Ouais. Mais non, c'est le rouge et le noir qui dominent, tellement ça semble désespérant, vous l'avez compris, c'est de l'humour un petit peu noir. Alors comme d'hab, et peut-être particulièrement aujourd'hui, l'équipe ici n'est pas spécialiste du sujet, voilà, puisque nous n'exerçons aucun d'entre nous, aucune fonction, je crois, proche du milieu médical. Voilà, mais quand même, on se pose des questions, certainement comme vous vous posez des questions, vous vous informez, on se forge une opinion, mais qu'est-ce qui se passe à l'hôpital public pour qu'on ne cesse d'en parler avec le mot crise urgentissime, ok, à côté. Qu'en pensez-vous? Hôpital public en crise, c'est le thème, donc ceux qui prennent des notes là, voilà. Est-ce que ça commence à devenir désespérant? Donc c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, toujours en tant que non spécialiste, voilà, donc on vous représente certainement, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils foutent au gouvernement? J'en sais rien, mais réglez ça parce qu'on en a marre que ce soit un marronnier. Voilà, marronnier, c'est un terme journalistique, je fais un peu genre animateur professionnel, voilà, c'est très bien. L'autre truc professionnel, c'est de régulièrement dire les prénoms, Ce qui est marrant, c'est le marronnier sur le marronnier. Moi, j'adore ça. C'est le marronnier sur le marronnier. Ouais, c'est un sujet qui vient régulièrement. Alors, plus sérieusement, on va essayer de poser sur la table aujourd'hui quelles sont les différentes raisons d'espérer quand même pour que, franchement, cette crise cesse d'en être une pour le bien de tout le monde. Et éventuellement, est-ce qu'il y a des points qu'on pense être objectivement désespérants pour quelle ou quelle raison? Voilà, le sujet, quand il arrivait dans vos ordinateurs, dans vos chaumières... réaction spontanée à ma gauche. Donc du coup, nous avons notre remplaçant de luxe qui commence à s'habituer à être titulaire. C'est ça. Cédric. Je vais bientôt demander le maillot de titulaire de l'équipe. Il y a deux versions, c'est vrai. Ouais. Sujet où je me suis senti démuni. Petit peu face à comme tu le disais, l'hôpital en crise. Ok. Je vois bien l'idée, oui. Mais qu'est-ce que j'ai à en dire de but en blanc? Il y avait une sorte de je ne sais pas, voilà, donc une perplexe. Ok, bon alors on va être à 3 du coup sur le plateau aujourd'hui. Non, je plaisante. Canaille. David. Je me sens bien content de ne pas travailler dans ce domaine-là. Bien content. Je me dis que voilà, je me sens en solidarité avec ceux qui y sont et qui sont obligés, qui se posent les mêmes questions que nous, mais en même temps qui doivent tous les jours se lever pour y aller quand même. Ok. Anita? Je me suis dit, mais on n'a pas déjà traité cette question une fois? Mais non, c'est que quand on a parlé à différents moments du Covid, on a parlé de l'hôpital. Donc ça, c'était ma toute première réaction. Ok, ouais, bien, bon puis réflexe. L'autre, bon réflexe. Oui, et j'ai la mémoire, donc c'est déjà pas mal. Vu mon grand âge, sachez, voilà, chers amis, que c'est utile. Et puis ça m'a rappelé un vieux pan de ma vie professionnelle où j'ai travaillé, alors non aussi un peu avec des médecins, pas en milieu hospitalier, en 2004, et on parlait déjà de crise. Et donc, tout d'un coup, ça m'a un peu agacé, non pas le sujet, mais les raisons. Ouais. Voilà. Ah, ouais. Voilà. J'imagine, j'imagine que vous qui êtes là avec nous, maintenant, ici, voilà, vous pouvez peut-être commencer à ressentir de l'agacement aussi, d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien, en plus du désespoir. En tout cas, moi, le sujet, quand j'ai revu, effectivement, on va le voir dans les faits et contextes, il y a eu quelques éléments d'actualité qui ont remis cette crise sur le tapis. Je me suis dit, mais punaise, c'est quand même pas croyable, quoi. C'est toujours pas réglé, cette histoire-là. Même si j'enlève, bien sûr, le contexte des 2 ans de pandémie. Voilà, donc... certainement que, du coup, nos échanges vont représenter ce que vous pensez de votre côté. Voilà, alors pour nous éclairer, eh bien tout de suite, une lumière, c'est la confession avec David. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
C'est cette caméra, c'est ça. Oups, voilà, je perds mon truc. C'était pas mal, l'effet silence, tout le public était... Il va y arriver, ne nous inquiétons pas. Non, je disais, il faut que je regarde la caméra quand même un petit peu. Au moins une fois par émission, il y a son appendice auriculaire. Faudra consulter. Faudra consulter. Bon, alors, il y a des moments où j'ai presque honte, en fait, d'avoir une situation aussi privilégiée. C'est-à-dire, j'ai un métier d'informaticien que j'adore depuis l'âge de 10 ans. J'ai vu passer la crise du Covid en télétravail depuis mon salon. J'ai un salaire qui n'est pas minable. J'ai des jours de congé à ne plus savoir qu'en faire. Que je peux prendre à peu près à ma guise. J'ai accès à des formations et j'ai la perspective, si je fais ma part et avec un peu de chance, d'arriver en bonne santé à la retraite. Voilà. Et le problème dans le métier du soin, c'est que si à un moment on a l'impression qu'on ne soigne plus correctement, qu'on impose aux patients des attentes démesurées, des soins trop vite faits, on vit un conflit de valeurs très fort, un conflit intérieur insupportable. Je regardais avec mes enfants récemment le récit de l'expérience de Milgram, où l'on teste la capacité d'obéissance à l'autorité quand on vit ce conflit de valeurs. Il y a un moment où on lâche, où on devient lâche, où l'on se désinvestit de notre position morale pour devenir un simple rouage insensible d'une mécanique qui écrase. Et il y a quelques jours, mon fils revenait de son premier jour de son 4e stage d'aide-soignant dans un EHPAD, et il était effaré par l'ambiance qui y régnait. Tout devait aller très vite, les soignants gueulaient sur les patients qui gueulaient sur les soignants. Il fallait faire les toilettes en quelques minutes, à midi, il fallait les faire manger et boire en quelques minutes. Bon, certes, mon fils n'est pas défini par le mot rapidité, mais il me disait qu'il ne voulait pas y retourner, qu'il n'était pas venu pour faire de la maltraitance à des personnes vulnérables et que s'il allait au rythme qu'on lui demandait, il ne ferait pas de bons soins. Et je me dis que tous les élèves infirmiers et aides-soignants qui sont en stage actuellement s'imprègnent d'une ambiance maltraitante. Et que la formation sélectionne même peut-être ceux qui sont capables d'exercer dans ces conditions sans état d'âme. Bien sûr, il y a besoin d'argent partout, et on a l'impression qu'il y a urgence partout. Les conflits de valeurs sont partout, concernant le climat, concernant la cause animale, concernant l'accueil des étrangers, et concernant notre système de santé. Et on connaît les échappatoires à ce type de conflit intérieur, obéir avec fatalisme, trouver des boucs émissaires, et s'abrutir dans les distractions. On a tous la main sur le curseur de la soumission, de l'oppression. Nous vivons l'expérience de notre vie. Chaque jour, chaque matin, on peut entendre cliqueter ces rouages. Que vais-je faire aujourd'hui pour vivre ma vie selon les valeurs qui me portent ? Eh bien. Je trouvais intéressant qu'il y ait un silence après la confession. Ouais, mieux qu'avant. Voilà. Eh bien, comme après Mozart ou Beethoven, le silence qui suit est encore de l'ordre de la confession. Alors, on vient de traiter David de Mozart et Beethoven. C'est quand même quelque chose, cette émission. Donc, je rappelle... Les fleuristes ne sont pas en crise, par contre, visiblement. Voilà. Allez, l'angle de l'émission aujourd'hui, hôpital public en crise. Est-ce que c'est désespérant? Juste avant qu'on se positionne, les faits et contexte, pour savoir quand même de quoi on parle. Et c'est Anita, aujourd'hui. Et oui, c'est à moi. Alors, donc, que nous dit la presse? Elle nous parle d'un risque de rupture d'accès aux soins, un risque de surmortalité, disent certains médecins, qui serait lié à l'engorgement des urgences. Donc, les Français semblent effectivement menacés d'être privés de soins pendant l'été. Alors, pourquoi cette situation? On a quelques explications, je dirais, de très court terme. Des services d'urgence qui fonctionnent déjà en mode dégradé. C'est l'association SAMU Urgence de France qui a fait un décompte et qui dit qu'il y a déjà 120 services d'urgence qui ont déjà réduit leurs effectifs en fermant la nuit et le week-end. Ensuite, autre explication, le manque de personnel soignant. Il manquerait à peu près 20% des lits seraient fermés dans les 620 hôpitaux ou cliniques dotés d'un service d'urgence. Ensuite, il y a la pénurie de médecins généralistes et les difficultés de la médecine de ville
notamment dans certains territoires. On parle quand même de déserts, comment on appelle ça, déserts où il n'y a pas médicaux. Voilà, merci, on va y arriver. Voilà, et donc difficulté notamment dans ces milieux-là pour répondre à la demande de soins qui n'a pas été programmée. Et puis peut-être qu'on peut ajouter la question des congés. Alors peut-être que ça pourrait paraître indécent, mais je me dis que le personnel soignant doit aussi avoir besoin de congés, comme chacun d'entre nous. Oui, pour qu'il puisse accompagner les congés de David. C'est ça. Par exemple. Que si sur la plage je peux pas discuter avec eux, c'est dommage. Alors, Philippe nous l'a bien dit, cette question-là, en fait, elle date pas d'aujourd'hui, c'est pas que pour cet été. On a quand même quelques éléments qui reviennent très régulièrement et il semblerait que cette crise, entre guillemets, du service d'urgence annoncée pour cet été ne soit peut-être elle-même qu'un symptôme d'une maladie plus profonde et plus ancienne. À noter quelques chiffres et faits là-dessus. Le nombre de passages au service d'urgence qui a augmenté. Alors, je parle avant Covid. En 2019, il y a eu 21 millions de passages dans les services d'urgence contre 17 millions 10 ans plus tôt. On a également la question du manque de médecins. Ce fameux numerus clausus qui vient d'être aboli, entre guillemets, en 2021. Chers amis, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Mais vous arrivez à me suivre. On va la remettre dans son tiroir, la fille. Nous sommes sur un sujet grave et sérieux. Ne les écoutez pas. Voilà. Donc, ce numerus clausus qui a quand même bloqué la formation de médecins, notamment médecins généralistes. Et même si maintenant il est débloqué, pour former un médecin, il faut à peu près 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, sans compter que les universités elles-mêmes n'ont pas une capacité de formation extraordinaire. Et ouais. On parle également des rémunérations qui ont été augmentées dans le cadre du Ségur, mais qui ne seraient pas suffisamment attractives pour se maintenir dans le milieu hospitalier public. Et puis on parle également de l'organisation du système de soins en France. Il faut dire qu'en France, nous sommes très forts en termes de soins. Nous pensons maladie. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de parler de santé qui, elle, renvoie à la prévention, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu moins développé. Alors, il y a à très court terme des solutions qui ont été trouvées par le gouvernement, puisqu'on a Brigitte Bourguignon, notre nouvelle ministre de la Santé, qui a lancé une série de rendez-vous avec les professionnels de la santé, et puis Emmanuel Macron, notre président, qui a lancé une mission flash d'1 mois où il veut faire un diagnostic de l'ensemble des manques afin, je suppose, de prendre des mesures. Mais dès à présent, quelques mesures ont été décidées du genre employabilité des infirmiers, infirmières qui ont fini leurs études même avant de recevoir leur diplôme et heures supplémentaires payées double. Alors, sommes-nous dans une situation désespérante ou sommes-nous dans une situation désespérante ? Bon, ok. Les vacances, c'est bientôt. Allez, on complète les mesures annoncées qui ont été des mesures flash avant la mission flash. Voilà, donc qui a été confiée par le gouvernement à Monsieur Brown, qui exerce à Metz. Voilà. On peut parler d'autre chose dans les faits et contextes. Une journée d'action le 7 juin, de nouveau, une journée d'action, qui n'a pas été... je me suis dit, ils sont désespérés. Ils en ont, à mon avis, ils en ont ras-le-bol d'entendre les mots comme oui, alors on vous entend, on va venir voir ce qui se passe et on va décider des mesures. Moi, si j'étais eux, j'en aurais, mais vraiment ras-le-bol. Donc du coup, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait une journée d'action récemment dans toute la France des professions médicales dans la rue. Donc c'était le 7 juin dernier. Oui, il y avait très peu de manifestants. Ouais, c'est ça. Okay. 300 à Paris, je crois. Ouais, voilà. Donc, ok, ça peut un petit peu... Parmi les mesures d'urgence annoncées par Madame Bourguignon, pour ceux qui n'auraient pas capté, Olivier Véran, il n'est plus ministre de la Santé. Mais il est ailleurs. Heure sup x2. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Ah, tu l'as dit? Je sais pas. Oui, ça a été dit. Ah mince, d'accord. C'est ça. Alors j'ai dit payer double, oui, payer double, ce qui revient à peu près au même, peut-être, mais bon, voilà. Du renfort en personnel. Non, ça ne veut pas forcément dire la même chose, parce que c'est le supplément. Oui, c'est ça. C'est la prime par rapport au salaire de base des heures supplémentaires qui, lui, est doublée. C'est pas le... C'est pas le salaire. C'est pas l'heure sup qui est doublée. Ah, ok. C'est la prime sur leur sup. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a effectivement, tu as raison de le préciser, il y a des espèces de petites subtilités comme ça. Okay. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à 1 euro brut par heure,
La prime de prime, ça passe à 2 €. Ah oui, d'accord, c'est moins sympa d'un coup. Vous êtes en train d'aller sur les chiffres. À mon avis, il n'y a pas une confusion avec les heures de garde de nuit. Oui, parce que c'est la garde de nuit. C'est pas forcément les heures supplémentaires. Hein. Tu as raison. Ouais. Ok. Voilà. Bon. Fake news, c'est avec nous. Bon, parmi les mesures, du coup, les retraités peuvent venir renforcer les équipes, les retraités de la profession médicale. Oui. Voilà. Les pauvres, on les avait déjà réquisitionnés pour le Covid, les voilà de retour. Voilà, absolument, tout à fait. Alors évidemment, au contexte 2 ans de Covid, hein, et c'est pas fini, même si on n'en parle plus du tout. C'est médiatiquement. Hein. Voilà. À noter aussi quelques chiffres notés dans la préparation. Absentéisme 10%, postes vacants entre 2 à 5%, mais ça peut aller jusqu'à 10 à 15% dans la profession infirmière. Voilà. Ce qui n'arrange rien. C'est aussi un débat, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le personnel soignant qui a été suspendu de leurs fonctions suite au fait qu'ils ne sont pas vaccinés contre la Covid. Donc 15 000 personnes qui sont toujours suspendues, sauf erreur de ma part. Voilà. Et puis aussi, il y a un autre problème de fond, c'est la fameuse tarification à l'acte, la T2A, qui en fait a pu... T2A pour ceux qui auraient... T2A, donc tarification à l'acte. Voilà. Voilà. Et c'est important de poser ça, oui. Oui, parce qu'en fait, ça a semblé pouvoir apporter une bouffée d'oxygène lorsqu'elle a été mise en place, je crois, 2004-2005. Maintenant, je ne suis plus tout à fait sûre du début. Mais en même temps, en décidant que chaque acte médical a un coût, ça semblait pouvoir permettre de rationaliser les choses, et pourquoi pas. Mais en réalité, ça peut pousser à une forme de recherche de productivité, et de surcroît, les remboursements qui sont assurés par l'État ne suivent pas le coût des prix, le coût de la hausse des prix, l'augmentation, etc. des produits. Ce qui veut dire qu'il y a aussi la nécessité d'aller plus vite. Ça rejoint ton propos dans la confession, et que ça crée en fait du burn-out, du turnover, parce que les professionnels ne se sentent plus bien dans ce genre de métier, de pratique. Alors, puisqu'on parle de T2A, tarification à l'acte, donc aussi de recherche de rentabilité, hein, soyons clairs, on parle toujours de l'hôpital public. En termes de contexte, ça fait partie du plan, je crois, hôpital, qui s'est dit, maintenant, les établissements hospitaliers doivent être à l'équilibre, hein, parce qu'en fait, il y a des déficits cumulés très importants et qui se creusent d'année en année. Donc si on considère que l'hôpital public doit fonctionner un peu en partie comme une entreprise, c'est-à-dire être viable, du coup, tarification à l'acte, avec un souci aussi de faire des économies dans les postes budgétaires où c'est écrit moins devant. Ouais. Là, dans les faits et contextes aussi, il y a plusieurs pistes aussi qui sont évaluées sur l'incitation des jeunes médecins à aller en province, dans les déserts médicaux, justement, pour éviter ces engorgements dans les urgences, qui deviendraient les seuls moyens d'accès aux soins d'urgence des gens. Et l'autre chose que j'ai perdu le fil... Peut-être les permanences de soins, non, ou les gardes des médecins généralistes ? Non, oui, voilà ce que je voulais dire. Non, une chose qui je pense, qui est étudiée aujourd'hui par le gouvernement et par les gens qui essayent de faire d'avoir des nouvelles idées, c'est le fait que pendant la crise du Covid, les hôpitaux ont eu beaucoup plus d'autonomie et se sont beaucoup auto-organisés pour faire face aux urgences, avec une efficacité qui finalement surpris un peu tout le monde. Et je voyais qu'en fait, on essayait de réfléchir à la façon dont cette expérience-là qui a été subie a été riche d'enseignements. Ça va faire effectivement partie, je pense, en tout cas, moi je me l'étais noté comme étant un des facteurs à poser sur la table, qu'on pourrait qualifier, en ce qui me concerne, moi, de pas désespérant, justement, parce que je trouve que ça donne une piste. Pour terminer sur les faits et contextes, qu'est-ce que je m'étais noté également ? C'est que ce constat peut paraître un petit peu sidérant si on s'arrête aux chiffres de la France et à la réputation de la France. Vous savez, la réputation de la France, le meilleur système de soins ou de santé. Apparemment, il y a une distinction, hein, tu l'as faite tout à l'heure, au monde. Et en termes de dépenses, donc en termes de pognon sur la table, on n'est pas si mal loti, hein, puisque sur nos dépenses de santé, 37% vont à l'hôpital, alors que l'OCDE, c'est 29%. Donc, j'ai pas l'impression, en termes de macro, hein, en termes de chiffres, qu'on soit lésé en termes de moyens financiers, en tout cas.
En tout cas, sur les salaires des soignants et en particulier des infirmiers, il y a des grandes disparités par rapport... J'entendais qu'en fait, le salaire moyen de l'infirmier est en dessous du salaire médian en France, alors que dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, il est supérieur au salaire médian. Donc il y a un vrai décalage sur le niveau de salaire entre les infirmiers allemands et les infirmiers français. Donc, petit rappel pour nous tous, hein, si les cours de première au terminal sont très éloignés, la médiane, ça sépare la population en deux tranches dans lesquelles il y a le même nombre d'individus. Donc, il y a autant de Français qui gagnent plus et autant qui gagnent moins. C'est pas la moyenne. Voilà, c'est pas la moyenne, c'est la médiane. Je suis hyper fier. Ouais. Prof de maths avec ça. Big up, voilà, au personnel enseignant qui ont supporté... qui sont en crise. Ah non, mais c'est un autre sujet. Et j'ai appris quelque chose en préparant l'émission, que sur 100 services d'urgence, il y en a 87 qui sont publics et 13 qui sont privés. Voilà, donc dans des établissements privés. J'ai une petite illustration qui sort du contexte de l'hôpital, mais qui montre l'effet pervers possible de la tarification à l'acte, et avec mon beau-frère qui est kiné de profession. Et le principe, c'est effectivement, pour un kiné, c'est de passer sa demi-heure ou ses 20 minutes avec son patient, lui montrer les exercices, l'accompagner effectivement dans les mouvements, etc. Et ce qui se passe chez beaucoup de kinés, selon ses dires, c'est effectivement que le kiné navigue entre 3 salles où il y a 3 patients différents pendant la même tranche horaire, et effectivement le kiné qui donne des exercices, qui sort de la pièce, qui fait dans la pièce à côté, etc. Et ça fait facturation x3. Donc on sent bien que la tarification à l'acte, c'est fondamentalement une bonne idée de base, de réguler tout ça, mais qu'il y a des effets pervers comme celui que je viens d'illustrer dans un cadre un petit peu différent. Ouais. Alors, même si je pense que du coup, c'est un sujet un peu sensible, parce que j'ai constaté ça effectivement chez les kinés depuis de nombreuses années. Ouais. Ceux que j'ai rencontrés étaient assez contents de ça. Enfin, c'est une bonne manière aussi pour eux de dépasser, je crois, des quotas ou... Ouais. Bon, bref, voilà. Mais c'est effectivement une bonne illustration des changements complets, à un moment donné, de comportement, et qui peuvent créer des conflits de valeurs, comme disait... David tout à l'heure. Apparemment, il manque, si je fais pas de faute de chiffres, 60 000 postes d'infirmiers et d'infirmières. Il manque du personnel. Hein. Voilà. Et je crois qu'on a terminé sur les faits et contextes. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Rapide tour de table. Flash. Hôpital public en crise, désespérant, oui, non, un peu, beaucoup, carrément Philippe, j'en peux plus. Cédric? J'ai tendance à dire continuité, s'il faut répondre Flash. J'ai cette sensation qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. Donc tu penses que ça va continuer? Oui, que c'était déjà le cas hier et que ça se prolongera demain. Encore et encore, c'est que le début? Encore. D'accord. Oui, merci Francis. Merci Francis, pas la lane, hein, Cabrel. Ouais, moi je suis assez inquiet de voir peut-être qu'on assiste à un effet de bascule. Qui est un effet systémique qui est difficile à reprendre. Ah, rattraper, ouais. Bon, là, on donne la température, donc je développerai cette idée plus tard. Très bien. Mais oui, je suis assez inquiet sur le fait que ça ne soit pas rattrapable en 2 mois. Ça mérite d'être très clair. Anita? Alors, désespérant, non, parce que moi, je pense que nous avons plein de possibilités pour changer des choses, ou nous adapter à un nouveau contexte. Donc, pas désespérant, mais quand même un peu colère. Ok. Quand même, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui datent d'un certain temps, notamment ce fameux numerus clausus. Je reviens, c'est cette fameuse année 2004 ou 2005 où, pour la première fois, j'ai travaillé dans un service où il y avait du personnel, enfin des médecins, et ils en parlaient déjà en annonçant effectivement une catastrophe dans les décennies qui allaient venir. Okay. Donc on se dit, bah alors, pourquoi on n'a rien fait? Voilà. D'accord. Comme d'hab, un petit peu. Ouais, ça m'a un peu énervé, ce truc-là. Ouais, ok, d'accord. Bon, et puis moi aussi, ça m'agace un petit peu, parce que je me dis, mais punaise, il y a des inerties quand même. Je déteste l'inertie. Voilà, donc il y a des inerties comme ça qui sont structurelles, qui ont l'air de ne pas changer. Donc moi, je pense que c'est un peu désespérant. Et en même temps, je crois encore que plus on s'enfonce à un moment donné avec des risques que ce ne soit pas rattrapable dans une crise, et plus on peut faire un reburn, un reset. Voilà. Bon, ok. C'est parti. Alors, j'ai proposé à l'équipe, et avec vous, hein, qui nous regardez, qui nous écoutez, de prendre les différents facteurs susceptibles de répondre à notre question, c'est désespérant, et puis de voir à chaque fois si ce facteur a un côté, bah oui, ça peut marcher, Philippe. Moi, je pense que ça me met plein d'espoir, ou au contraire, ce facteur, c'est dead, pardon, c'est mort. Voilà. Ok, on essaye, hein? Ok, allez, on y.
On essaye, allez, va. On y va. Ouais, j'ai bien aimé, dans la préparation d'émissions, on a un certain nombre de ressources, hein, et puis il y avait notamment, je crois, une émission sur Arte, je crois que c'était l'émission 28 minutes, je crois, donc ça dure 28 minutes. Que j'aime beaucoup personnellement, 28 minutes, en passant, oui. Je recommande également, et à un moment donné, il y avait un des intervenants qui disait, il faut savoir de quoi on parle en termes de coefficients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer qu'on discute de ce sujet ensemble, mais quels sont ceux qui potentiellement changent tout dedans, changent tout autour. C'est vraiment Francis Cabrel aujourd'hui. Hein. Mais je me suis réveillé de toute façon avec ça, donc là c'est... voilà. Ne le chante surtout pas, sinon on est parti pour l'avoir dans la tête. C'est incroyable. Donc il parlait de coefficients. Donc moi j'aimerais tout de suite poser un sujet, c'est apparemment un facteur qui est extrêmement important, c'est le ratio de personnel par rapport au nombre de malades. On avait déjà discuté d'ailleurs de ça pour les EHPAD, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une précédente émission. J'ai le sentiment qu'avec ce qu'on a discuté, c'est un point crucial, le nombre de personnes, d'effectifs présents dans le service à l'instant T, quoi. Ouais. On est d'accord ? Alors, on est d'accord sur la question que tu poses. Oui, cette partie-là, dans quelle mesure elle est, ça peut changer. Il y a d'espoir, Philippe, ou c'est désespérant, quoi. David. Là, on voit que c'est pas une décision budgétaire qui suffit de dire là, on va dépenser 100 millions ou 200 millions pour augmenter le personnel. Ok. Parce que là, il y a un vrai problème d'attractivité et de désertion finalement de beaucoup de gens qui étaient du métier et qui ont quitté le métier. Okay. Et on voit bien que le nombre de nouvelles personnes qui arrivent est insuffisant. Donc crise de vocation, on pourrait dire. Ah oui, il y a une vraie crise de vocation. Le métier attire beaucoup moins. Ah oui, et même repousse. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'il y a besoin de plus et qu'il faut attendre que des gens arrivent, c'est qu'il faut éviter que des gens s'en aillent. Okay. Donc il y a des gens qui changent de métier aujourd'hui. Et ça, c'est dans l'effet... par exemple, il y a quand même quelque chose qui était toujours marquant. Je me souviens, pendant la crise du Covid, on disait, oui, mais comment ça se fait ? C'est vraiment n'importe quoi, cette histoire de Covid, parce que de toute façon, pourquoi est-ce que Macron a fermé des lits et tout ça ? Et en fait, Macron n'a pas fermé des lits. Il n'y a pas eu de décision de maintenant couper des services et tout ça. Ça a été vraiment... devant le fait accompli, il n'y a plus moyen de faire tourner un service parce qu'il n'y a plus le personnel. Okay. Et c'est là qu'on se rend compte de cet effet systémique qui est quelque chose qui est une sorte de bascule. C'est le fait qu'en fait, on pense que les gens vont tenir parce que ça tient. Et à un moment donné, il y a cette désertion qui se passe. Et là, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que c'est un mouvement qu'on n'a pas vu venir. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment vu venir ou qui a été caché parce que les gens ont tenu. Ouais. Et à un moment donné, quand ça part... ceux qui restent sont dans des situations encore plus terribles parce qu'ils sont encore plus seuls, encore plus tendus, ce qui accélère encore. Et moi, ça me fait penser... Donc, cercle vicieux, là, clairement. Voilà, c'est un effet de rétroaction qu'on retrouve dans d'autres problèmes systémiques comme le climat, où par exemple, si on ne fait rien, en fait, il y a d'autres facteurs qui vont se déclencher et qui vont aggraver le problème. Et donc là, on est dans l'effet système où en fait, tout d'un coup... dès que le problème s'aggrave, les gens qui sont en position de solutionner le problème sont encore plus en souffrance et peuvent encore plus aggraver le problème. Ok, donc il en reste de moins en moins, de plus en plus fatigués. Est-ce que cette partie personnelle, vocation, nombre de personnes qui restent, qui tiennent, est désespérante, Anita ? En complément, je reviens à cette question de la tarification T2A. Pourquoi ? Parce que en préparant cette émission, on avait aussi dans notre revue de presse un certain nombre de témoignages. Oui. Et les personnels soignants se plaignaient aussi de l'augmentation de la charge administrative et de la question du codage. C'est-à-dire que chaque acte doit être codé, ils doivent enregistrer ce code. Okay. Voilà, donc je pense qu'il y a une partie administrative qui s'est ajoutée à leur activité. Et en même temps, dans le même temps, il y a aussi alors, je ne sais pas s'il y a une augmentation du personnel administratif, mais on dit que souvent, enfin, dans les chiffres qu'on voit, qu'il y a peut-être un tiers de personnel soignant, mais qu'il y a quasiment presque autant de personnel administratif. Donc, c'est peut-être la question de ce qui est attendu en termes de tâches et d'activités. On est quand même dans une société qui cherche à de plus en plus rationaliser, contrôler sous prétexte d'économie, okay. Mais à un moment donné, la recherche d'économie amène à développer aussi un travail de contrôle, de saisie, de calcul. On peut se demander ce qui devient le plus rentable. Et donc, dans le témoignage du personnel, ce qu'on entend, c'est aussi le fait qu'ils ont une partie de leur travail qui est occupée par d'autres choses que le soin à la personne. Ok. Alors, ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en termes de nombre, puisque ton point de départ c'était ça, c'est-dire que est-ce que c'est
le nombre de personnes soignantes qui manquent certainement, ce qu'a dit David, mais il y a en plus, il y a peut-être le contenu du travail en lui-même. Voilà, et c'est quelque chose que moi j'entends personnellement dans mes différentes missions d'entreprise, dans d'autres secteurs d'activité, où j'ai beaucoup de métiers, notamment des commerciaux, qui me disent mon métier d'aujourd'hui ne ressemble pas à mon métier d'il y a 10 ans. C'est-à-dire ce qu'on me demande de faire, et notamment toute la partie reporting, etc., a pris effectivement beaucoup d'ampleur, et ça, moi, je pense que c'est assez structurel. Et d'ailleurs, effectivement, les cadres administratifs dans les établissements de santé ou dans les EHPAD sont aussi sous pression, ont aussi une tâche difficile, et passent beaucoup de temps non seulement à faire la codification des tarifications à l'acte, mais à chercher du personnel. Ça consomme énormément de temps. Si vous arrivez chaque matin en disant il y a une personne qui est en maladie, puisqu'il y a quand même une augmentation des arrêts de maladie, ou une personne qui a démissionné et qu'il faut trouver quelqu'un, il faut la recevoir. Les gens parfois disent qu'ils vont venir, ils ne viennent pas. Parce qu'il y a aussi comme ça une sorte de légèreté qui peut avoir lieu quand on commence à devoir abaisser ses critères de sélection. Et ces personnes-là, en fait, ça veut dire passent leur temps à trouver. Et donc, comme on embauche de plus en plus d'intérims, ces intérims-là, en fait, sont mieux payés que les gens qui sont en place. Et donc, ça fait réfléchir aussi, en fait, de dire, est-ce que c'est pas plus intéressant pour moi, finalement, de quitter la structure et de devenir libéral pour intervenir en urgence un peu partout, en étant mieux payé, mais en ayant des activités de service qui sont déstructurées. Le cercle vicieux. Et moi, pour prendre, je sais pas si c'est un contre-pied, mais et c'est pas du tout pour blesser des gens qui seraient dans la santé ou qui seraient justement sous l'eau en ce moment. Voilà, surtout si c'est votre cas, je veux pas vous tailler un short, mais moi, je suis presque, j'ai la sensation en m'analysant que je suis presque désensibilisé à ce discours. C'est comme si je l'avais trop entendu, qui me fait plus rien. On est sous l'eau, on manque de personnel, on manque de moyens, tout ça. J'ai l'impression que tu prends n'importe quel truc aujourd'hui. Dans le 1000 grammes, là. Ouais, non mais exactement. Non mais j'ai l'impression de, tu vois, c'est presque, pour moi, c'est le préalable. Tu vois, tous les représentants de personnel, tous ceux qui sont porte-parole, porte-voix, peu importe le secteur d'activité, vont commencer leurs propos comme ça. C'est la galère, les gars. On est sous-payés, sous-effectifs, etc. Ils vont te faire le listing presque. Toi, t'attends la suite. Le moment où peut-être on parle de quelque chose, quoi. Et du coup, je dis ça exprès de manière un peu provocante là, mais en me réfléchissant à moi, ce que je ressens en entendant tout ça, j'avoue être, et c'est presque un peu triste, vachement désensibilisé en fait à ça. Écoute, ça représente certainement. On a parlé d'agacement. Moi aussi, Ok. Alors, moi, ça me renvoie à un passage de la Bible. En fait, lorsque le peuple d'Israël se trouve en Égypte, en esclavage, et où une manière pour le pharaon d'empêcher que le peuple commence à réfléchir à sa liberté, eh bien, c'est lui donner du travail en plus. Je pense que d'un point de vue spirituel, je pense que nous sommes dans une période où effectivement, il y a quand même une charge mentale qui pèse sur la plupart des métiers, la plupart de la société. Je pense qu'il y a des enjeux d'ordre spirituel effectivement aussi. Ok, c'était le troisième temps de silence de l'émission. Un petit silence, je sais pas quel... Calculez quand même à la fin de l'émission, sur les 45 minutes que devrait durer cette émission, combien de temps ont été passés dans un silence absolu, voire quasiment monacal. Ok, on a parlé de personnel, on a parlé de vocation, on a parlé de difficulté de maintenir le personnel en place, on a parlé du contenu d'émissions qui change apparemment de manière assez structurelle. Ok, donc ça, c'est pas peut-être de nature à changer demain. Et on a pris un petit peu de hauteur en disant que dans beaucoup de secteurs d'activité, on démarre souvent par ce qui nous manque. Et puis, avec une charge aussi, une pression de travail avec l'image biblique. Anita est un peu notre caution apparemment biblique de l'émission. C'est très, très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément Il y a peut-être aussi le changement du travail, comme dans tous les métiers. Oh, c'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure déjà ? Oui, non, mais autrement, je suis sûr que tu veux dire autre chose. Oui, bien sûr évidemment. Toujours dans le cadre de la préparation de cette émission, je me suis amusée, vraiment il faut s'amuser, pour aller sur le site du ministère de la Santé voir des chiffres, donc il faut vraiment le chercher quand même. Et quand je regardais l'évolution effectivement de l'ouverture, de la fermeture des lits, parce que je me dis, mais en fait, alors il y en a plus ou il y en a moins ? Bon. En fait, ce que j'ai noté, c'est que c'est un changement de lit, entre guillemets, puisqu'il y a entre guillemets 3 sortes de lits. J'espère que je ne déforme pas ces propos. Il y a les lits fermés, c'est-à-dire ceux qui se trouvent vraiment en milieu hospitalier,
Il y a la médecine ambulatoire, c'est-à-dire quand on fait qu'on appelle ça de l'hospitalisation à domicile. Et puis, il y a ensuite le maintien à domicile où c'est du personnel qui vient et c'est pas considéré comme de l'hospitalisation. Ce qui veut dire qu'en fait, d'un côté, les lits fermés ont effectivement, en termes de nombre, diminué, pendant que les autres types de lits ont augmenté. Donc, il y a peut-être aussi une modification de la manière d'appréhender le soin et la relation à la personne et son accompagnement. C'est-à-dire qu'on favorise quand même plutôt un retour à domicile, un maintien à domicile. Donc, y compris pour le personnel soignant, ça modifie probablement sa manière d'aborder le patient. Voilà, c'est vrai qu'on s'était fait cette remarque dans une précédente émission sur la question de la médecine ambulatoire qui modifie aussi la façon effectivement des besoins hospitaliers, où en fait visiblement il y a une meilleure efficacité finalement de la gestion de ces ressources-là, parce que la médecine ambulatoire permet effectivement de réduire les temps nécessaires en place. Certainement, et je pense que je ne sais pas comment on mesure bien ça, certainement qu'il y a des indicateurs, mais si ça se trouve, ça nous a caché en fait une situation qui se dégradait, parce qu'on s'est dit oui, mais c'est normal qu'il y ait moins de lits parce que, et en fait on se rend compte que le problème principal là, qui commençait à être dit à un moment et que maintenant qui devient dit, c'est que ces lits, on ne peut pas les ouvrir même si on a un besoin parce qu'on n'a plus le personnel. Donc là, on n'est plus dans une question de stratégie, d'efficacité, tout ça. On est dans un vrai problème de ressources. Et comme tu dis, c'est des ressources qui ne se forment pas en 2 jours, quoi. Un infirmier, c'est 2 ans. Un aide-soignant, c'est 1 an. Et un médecin, c'est 7 ans, quoi. Donc voilà. Et moi, un peu dans le même registre, mais un petit peu aussi, peut-être en contre-pied, pas totalement, mais des fois, je me pose cette question, et un peu sur plusieurs sujets. Où était le pognon avant ? Vous voyez, c'est comme si avant, il y avait du pognon de tous les côtés et maintenant, il n'y a plus de pognon. Je m'explique. Je trouve dans les articles de revue de presse qu'on avait pour préparer l'émission, ils expliquaient qu'on a fait 8 milliards d'économies sur les hôpitaux en 10 ans, donc par rapport à 2010, grosso modo. C'est-à-dire qu'avant, il y avait 8 milliards de plus qui étaient injectés. Moi, je me souviens, moi j'ai été opéré d'une petite hernie, etc. Mon papa avait fait la même opération plus jeune. Je sais que lui, il avait été hospitalisé 3 jours. Moi, j'étais en ambulatoire, donc je suis rentré à la maison le jour même. C'est-à-dire que tout est fait pour que quand même, ça coûte le moins cher possible. Mais où était l'argent avant, si aujourd'hui il n'y en a plus, et avant ça coûtait beaucoup plus cher et il était là le pognon. Moi je me demande toujours, et j'entends ça partout, donc j'avoue que moi encore une fois, ça, pour aller sur quelque chose de concret, ça contribue à me désensibiliser. En fait je comprends pas. Ok. Parmi les pistes peut-être un peu plus d'espoir, David, tu évoquais que de fait il y avait pendant la pandémie, la Covid, les établissements se sont retrouvés à devoir se débrouiller. Et je sais même qu'un des praticiens dans nos ressources disait que nous avons fait preuve d'autogouvernance. C'est le terme qu'il a cité. Est-ce que ceci peut, d'après vous, être un signe un peu d'espoir versus la centralisation, la bureaucratie, le poids administratif ? C'est clair, et puis sur l'esprit d'équipe que ça peut faire, c'est inestimable. L'engagement, la confiance, le sentiment d'autonomie, de respect des valeurs et tout ça est beaucoup plus fort. Ça, on sait très bien. Ce qu'on appelle le management par la confiance, qui se fait dans beaucoup d'entreprises, dont la mienne et tout ça. Voilà. Je pense que dans le domaine du soin, ils ont été un petit peu dépossédés, je pense, ces dernières années de ces bonnes idées de management qui pullulent ailleurs, et qu'il y a un rattrapage à faire. Et bon, ce qui risque de se produire, c'est qu'effectivement, à un moment donné, l'État n'arrive pas à gérer tout ça et qu'il soit obligé de gérer et de réinventer des modes de gouvernance interne, et que de ça renaisse quelque chose. C'est juste que ça va être dur, quoi. Ça va être dur, mais forcément, ça va se faire. Je crois que c'est le sénateur républicain qui disait ça serait bien qu'il y ait une gestion plus artisanale, je cite, des établissements hospitaliers. Je pense au sens, effectivement, artisanal dans le bon sens du terme, il voulait dire, au sens décentralisé, que les personnes qui sont concernées directement par suite des décisions soient celles qui prennent les décisions. Donc peut-être que ça peut être source d'espoir. Parce que cette crise amène... Il y a eu à un moment donné un travail de regroupement des moyens avec des structures de plus en plus grandes et donc avec une gestion beaucoup plus globale des ressources, des investissements. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'effectivement, les hôpitaux ont eu de plus en plus de responsabilités parce que la désertification médicale faisait que
des choses qui étaient avant réparties sur le territoire se sont retrouvées regroupées. Donc certainement que peut-être qu'il faut, pour arriver à travailler de façon autonome, il faut aussi que le périmètre géographique soit beaucoup plus identifié et qu'on ait une utilité géographique plus claire. Alors, à propos d'utilité géographique, puisque vous êtes en train de nous regarder, de nous écouter, soyez pas surpris si à un moment donné, vous lisez dans la presse, vous entendez des personnes qui parlent de vieux débats, faut-il obliger les médecins généralistes à s'installer au moins pendant un temps dans les déserts médicaux. Première question très clivante. Deuxième question clivante toujours sur la collaboration avec l'hôpital public par rapport à la médecine de ville, c'est l'obligation ou pas de faire des gardes, de prendre leur tour de temps en temps pour faire des gardes, puisqu'aujourd'hui je crois que c'est basé sur le volontariat. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Donc soyez pas étonnés si vous voyez ce genre de questions qui apparaissent, ça fait partie des pistes qui ont leurs détracteurs et leurs partisans pour essayer de sortir de cette crise incessante. Voilà. Dans la suite de ce qu'a dit David, il nous reste 5 minutes. Je pense qu'effectivement, qu'est-ce qui est la priorité actuellement? C'est une priorité économique qui fait qu'on va centraliser, rationaliser. Si on revient à une priorité qui est la priorité humaine, on peut travailler davantage en proximité. Je suis même sûre que ces questions de garde pourraient se traiter par territoire. Alors, quel que soit le périmètre de ce territoire, c'est à déterminer. Okay. Et s'il y avait davantage de construction entre le secteur public et celui de la médecine de ville, je suis quasiment sûre que des solutions pourraient être trouvées localement. Et effectivement, je pense que laisser plus d'autogestion aux équipes, on y gagnerait en efficacité et même en efficience. J'y reviens avec mon quart d'heure biblique. Ça me fait penser Jésus qui disait on ne peut pas servir de maître, c'est ou mammon ou Dieu. Mammon étant le représentant de l'argent, de l'économie. La cupidité. Ouais. Voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut aussi se dire c'est quoi notre essentiel? Est-ce que c'est l'humain ou l'argent? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas compter. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est justement ce que tu disais que ça n'est oui, au sens être sage. Et, ouais. Voilà. C'est un problème financier. En fait, je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'on n'est plus à un problème financier, il faut donner des trucs. Ouais, on sait qu'il faut réorganiser les choses. Il faut réorganiser les choses parce que là, il n'y a aucun milliard qui arrivera à résoudre le problème. Oui, c'est ça, c'est d'autres choses. Et je me dis que dans ce problème-là, comme dans d'autres problèmes, c'est peut-être qu'on arrive à ce point-là, qui est peut-être le moment où on peut recommencer à prendre espoir. C'est que de toute façon, ça n'est pas une baguette magique financière qui va résoudre le problème. Et qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, de sens de l'engagement, d'organisation, voilà, qui va demander des personnes très compétentes pour ça et très imaginatives, et pas simplement des gestionnaires de comptes. Et voilà, peut-être qu'on arrive dans le moment intéressant de cette réforme de la santé. J'ai cru qu'il allait dire de cette émission. Ouais, il reste 3 minutes. Enfin, c'est intéressant, chers amis. Non, mais le moment d'espoir que j'ai gardé, c'est vrai que c'est assez désespérant parce qu'on ne voit pas comment agir. On sait que l'argent ne va pas suffire, que ça va tout. Mais du coup, on va rentrer dans l'intéressant, c'est que là, on va devoir faire preuve d'ingéniosité. Cédric, est-ce que ce qui ressemble furieusement à une conclusion te va bien là, du coup? Je suis assez d'accord avec David dans le sens où je pense que la plupart des réformes majeures positives sont précédées d'un moment où c'est vraiment compliqué, parce que sinon on n'a pas l'énergie, on n'a pas pour faire la refonte profonde. Donc moi j'y crois assez et du coup voilà, je peux y voir une opportunité. Après j'ai vraiment la sensation que c'est assez global par rapport à toutes ces grosses structures étatiques qui viennent de l'État, qui je ne vais pas les citer, mais voilà, vous les voyez tous, où il y a tellement de lourdeur, c'était tellement je trouve que c'est tellement devenu éloigné souvent des fonctionnements basiques, classiques, avec des rouages fluides. Bref, c'est des machines à gaz. Souvent, je trouve, et rien qu'en y allant, moi, t'as un petit problème de santé. Pas de gaz à effet de serre, j'espère. Non, pas du tout. Et rien que tout le monde a déjà été chez le médecin et tu expliques 4 fois ton problème à 4 personnes différentes. Enfin, vous voyez, il y a un côté, et je ne veux pas essayer de simplifier l'équation, mais il y a quand même un côté où tu sens qu'il y a un problème d'organisation générale de cette affaire. Je confirme, hier, j'étais pour une méchante entorse que vous ne voyez pas, puisque bien sûr, je suis caché par un pupitre. Ça a mis un quart d'heure, quasiment, j'exagère un petit peu pour tout ce qui est carte vitale. Et alors j'ai demandé, mais il n'y a pas tout ça dans mon dossier numérique là? Il m'a dit, non, faut rigoler ou quoi? L'hôpital peut-être, mais nous, médecins, non. Ok.
Donc moi j'ai la sensation, moi je vais 1 fois, 2 fois par an à la pharmacie, à chaque fois on me demande ma carte complémentaire. Alors j'ai pas changé de complémentaire depuis 10 ans. Il y a un truc, mais on peut pas. Il y a des ordinateurs aussi aujourd'hui, monsieur. Il y a un côté comme si on fonctionnait encore avec des trucs où on saisit pas les nouvelles opportunités aussi aujourd'hui. On les saisit bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a une refonte de manière de penser et d'organisation là qui est vraie. Moi l'hôpital, je connais pas plus que ça, mais qui m'a l'air vrai et nécessaire dans plein d'endroits. Bon, ouais. On n'est pas dans l'IACA Faucon, hein, parce qu'on sait très bien que c'est plus complexe que ça, et qu'il y a quand même des personnes qui sont aux manettes aujourd'hui et qui savent tout ça, et en même temps qui assurent le service, quoi. Bon, en tout cas, j'aurais tendance moi à retenir, puisque là, on s'approche de la fin, que des milliards supplémentaires aujourd'hui, on est dans un stade où ça peut servir à cautériser, voilà, un petit peu, mais c'est pas la solution. Et l'espoir qu'on peut avoir, c'est que c'est tellement grave aujourd'hui et douloureux ce qui se passe, c'est que potentiellement l'énergie pour refaire naître quelque chose en étant très imaginatif, très compétent, j'ai entendu vos différents adjectifs, peut peut-être enfin surgir, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui nous touche tous. Alors, nous, on n'est pas spécialistes de la question, mais nous, comme vous, on a forcément quelqu'un, un voisin, quelqu'un de la famille, qui est dans une profession médicale ou paramédicale. Je veux dire, c'est inévitable. Donc forcément, soit c'est des sujets qui viennent régulièrement sur la table, soit justement c'est des sujets qui ne viennent plus sur la table, tellement qu'ils sont devenus sensibles et que les personnes en ont marre d'en parler. Et ça, moi, je peux tout à fait le comprendre. Voilà, écoutez, c'était la question qu'on se posait aujourd'hui. Crise à l'hôpital public, désespérant ou pas. J'ai l'impression que nous avons terminé sur une note positive tout en étant assez lucide, voire un peu à contre-pied des fois. Merci. Voilà, écoutez, on se quitte là-dessus. C'est notre avant-dernière émission de la saison. Pas d'entorse et contre-pied. Allez, à bientôt. À la prochaine. Bye.